Mathieu Rénal, bonjour. Je suis ravi de t'accueillir dans ce rendez-vous, les destins du rugby, pour revenir sur une carrière déjà très riche malgré ton jeune âge, parce que tu n'as même pas 43 ans. Et malgré tout, il s'en est passé des choses dans cette longue vie d'arbitre. Alors, je suis ravi de t'accueillir, je le répète. Déjà, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est ton rapport au rugby avant de basculer dans cette carrière d'arbitre qui a démarré en 2009. Bon, bonjour à tous. Ben, merci de me recevoir déjà. Ben, écoute, moi j'ai joué au rugby à l'USAP jusqu'à l'âge de 20 ans. Et après, bon, on faisait mes études à Font-Romeu, les études en STAPS. Donc, mon colocataire, on jouait à l'USAP ensemble. Donc, on descendait aux entraînements 3 fois par semaine. Disons que mon père m'avait mis un peu la pression pour les études. Donc, j'ai arrêté de descendre aux entraînements 3 fois par semaine. J'ai continué le rugby là-haut à Font-Romeu. On jouait à 13, en universitaire à 13. Et j'ai commencé l'arbitrage, ben, au début par curiosité. Et après, j'y suis resté parce que j'ai profondément aimé ça. Voilà, je considère que c'est un sport à part entière. Et donc, j'ai aimé ce sport-là, j'ai aimé le pratiquer, j'ai aimé le faire étant jeune. Et voilà, après, c'est devenu mon métier, donc ça a été différent. Et oui, c'est vrai que le parcours entre le moment où j'ai décidé de franchir la porte d'un comité pour aller commencer l'arbitrage et aujourd'hui, où j'ai annoncé la fin de ma carrière, il a été super riche, hein, ça a été vraiment un parcours de vie extraordinaire. J'ai jamais eu l'impression de travailler et j'ai profondément aimé mon métier, quoi. Voilà. Alors, tu en as fait ton métier quelques années après avoir commencé cette carrière d'arbitre professionnel. C'est en 2012 que tu décides de franchir le pas. Pourquoi cette décision? À quel moment tu te dis que tu veux y dédier ta vie complètement? Ben, moi, j'aurais aimé être professionnel avant. Simplement, la règle à l'époque, c'était que tu devenais professionnel. La Fédé te donnait un contrat de pro que quand tu étais au panel international, donc quand tu étais dans les 15-20 meilleurs mondiaux. Et moi, je leur disais tout le temps, j'ai besoin d'être professionnel pour arriver dans les 15 ou 20 mondiaux. Donc, je me souviens, au début, c'était très compliqué parce que j'étais prof, j'enseignais. Donc, des fois, je finissais le vendredi à 16 heures le boulot, j'enfilais un costard sur le parking du lycée. Et je partais à Toulouse et le soir, j'arbitrais Toulouse-Montpellier, tu vois, en top 14. Donc, c'était pas des conditions idéales pour moi. Bon, je trouvais qu'on aurait pu faire plus pour l'arbitrage beaucoup plus tôt. Ça a toujours été un combat que j'ai mené. J'ai toujours sollicité les instances pour qu'on ait plus de moyens pour pouvoir bosser. En tout cas, ça a été comme ça. Donc en 2012, quand je suis rentré ben, dans les arbitres internationaux, dans le panel des arbitres internationaux, c'est à ce moment-là que la Fédé m'a fait passer professionnel. Donc voilà, depuis 2012, j'en ai fait mon métier et j'ai dû arrêter donc d'enseigner. Ouais. Et puis juste après, il y a cette blessure dont on se souvient tous, une blessure grave qui t'a tenu écarté des terrains pendant de très longs mois. Avec le recul, comment tu as vécu cette période-là? Ça n'a pas été trop difficile parce que tu étais sur une super belle dynamique et il y a clairement un coup d'arrêt dans cette ascension. Ouais, oui, ça a pas été évident. Bon, après, il y a toujours plus malheureux que soi. Donc, ça n'a pas été évident sportivement. Ça n'a pas été évident parce que, voilà, je suis parti avec mon sac pour aller arbitrer à Montpellier et je suis rentré que 8 semaines après. Tu vois, donc parce que j'ai dû aller me faire opérer à la clinique, quadruple fracture tibia-péroné, l'épaule, les deux chevilles. Donc, j'ai passé 2 mois en fauteuil. Après, voilà, T'as eu peur de jamais pouvoir réarbitrer? non, mais bon, après, quand je suis revenu, enfin, je me suis toujours dit que je pourrais réarbitrer, mais c'est vrai que j'ai mis 9 mois, je crois, 9 mois à revenir. Euh, Ça a été compliqué parce que tu reviens, tu as un gros déficit musculaire et tout, tu reprends, tu fais 6 mois, on te réopère pour t'enlever le clou dans la jambe, donc tu repars pour 2 mois. Ensuite, je suis revenu et j'arbitre un match à Sale, Munster, Sale Munster. Et il y a un joueur qui me touche le talon et je me retrouve avec une déchirure du ménisque externe, donc tout seul à l'hôpital à Manchester.
Où là, je me souviens, j'ai appelé Joël Juge, je lui ai dit, écoute, j'arrête, j'en ai marre, j'arrête. Je pensais que j'avais les croisés et j'étais pas prêt à repartir encore une troisième fois, si tu veux, sur un truc comme ça. Et donc, on m'a enlevé le ménisque. J'ai signé une décharge après auprès du chirurgien pour revenir plus tôt, pour pouvoir postuler pour la Coupe du Monde en 2015. Ce que j'ai réussi à faire, puisque j'ai réussi à rentrer dans les arbitres sélectionnés pour la Coupe du Monde, malgré le déficit énorme que j'avais à la jambe. Donc pendant 2 ans, ça a été compliqué. Je boitais un peu, c'était très dur de s'entraîner, etc. Mais bon, comme toute chose, quoi, je pense que quand une carrière, si tu touches pas le fond à un moment, ça a pas, les bons moments ont moins de saveur, je trouve. Donc moi, j'ai eu cette chance-là de connaître des moments très difficiles, donc de connaître des super moments, mais ça m'a permis vraiment de les apprécier après avec beaucoup d'intensité. Je trouve que quand une carrière elle est linéaire, elle manque un peu de saveur. Bon, là, pour le coup, moi, ça manquait pas de saveur parce que j'ai souffert. Voilà, j'ai souffert sur mon parcours. Bon, toute proportion gardée, hein. Bien sûr, il y en a qui souffrent beaucoup plus que moi. Mais c'est pour ça que ça m'a permis aussi d'apprécier ce que j'ai eu après, avec beaucoup d'intensité, quoi. Parce qu'après, il y a de magnifiques moments. Il y a cette finale arbitrée au Camp Nou à Barcelone. J'imagine qu'elle avait une signification particulière pour toi, un bon catalan que tu es. Au-delà de l'histoire même du rugby, parce que ça a été une finale et dans son contenu et dans la façon dont elle s'est déroulée qui restera dans les annales. Il y a des Coupes du Monde, il y a des événements magnifiques. Alors, c'est toujours une question difficile, mais si tu devais en retenir un en particulier, en commençant à te retourner vers cette carrière qui n'est pas encore finie, mais qui va s'achever dans quelques semaines, est-ce qu'il y en a un qui ressort au milieu de tous les autres? Allez, je t'en dirais trois. On était un peu plus large. Il y a le Irlande All Black à Chicago en 2016, parce que bon, c'était aux États-Unis, c'était démesuré le contexte, et c'est la première fois où les Irlandais battent les Blacks dans leur histoire, et ça avait été un match incroyable. Donc celui-là, oui, la finale à Barcelone, bien sûr, parce que c'est chez moi, qui avait ma famille, mes amis, et que, comme tu le dis, en tant que Catalan, hein, c'est un immense honneur d'arbitrer au Nou Camp. Et Et puis là, je te coupe, mais elle est magnifiquement arbitrée en plus parce que tu fais un grand match ce jour-là. Il y a ce carton rouge qui est difficile à mettre parce que on pense qu'il va fausser cette finale complètement parce qu'il arrive très tôt dans le match. Il faut quand même les coronesses de le mettre à ce moment-là, même si la règle te donne raison. Il a j'ai une jamais saveur compris, particulière. ouais. J'ai jamais compris l'histoire, si tu veux, d'un carton rouge qui faussait le match, parce que 15 jours avant, j'arbitre Afrique du Sud-Irlande, à Newlands, là au Cap. Je mets un rouge à CJ Stender aux Irlandais, et au bout de 12 minutes de jeu, et ils battent les Sudaf pour la première fois de leur histoire à 14, tu vois. Donc, j'ai toujours, chaque fois que j'ai mis un rouge tôt, du moins dans ma carrière, après je connais pas les statistiques des autres, et sans changer mon arbitrage, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais, c'est parce qu'il a compensé ou quoi, pas du tout. Chaque fois que j'ai mis un rouge tôt, l'équipe à 14 a fait quelque chose d'extraordinaire derrière. Donc j'ai jamais compris l'histoire si tu veux, changer le match quand tu mettais un rouge tôt. Mais oui, c'était un match voilà, fabuleux, et on en garde un bon souvenir. D'ailleurs, Max Machenou, un jour, j'intervenais avec le Racing à Courchevel en stage avec eux, et il m'avait offert son maillot, donc j'ai son maillot numéro 9, tu vois, ça m'avait vachement touché, ouais. Donc j'en Ça, garde c'est un le très très bon rugby. souvenir. Et le Et après, il troisième, y a je t'ai coupé, il y a une troisième, il y a un ouais, troisième match qui t'a marqué particulièrement. ouais, bien sûr, c'est la finale des Lions britanniques contre l'Afrique du Sud, parce que les Lions, c'est tout simplement mythique. De par sa rareté, ça a lieu tous les 4 ans. Tu vois, là, c'était contre les champions du monde en Afrique du Sud. C'était le troisième test. Il y avait 1-1. Donc, arbitrer les Lions, c'est un immense privilège. Arbitrer le troisième test quand il y a 1-1, c'est beaucoup de pression, beaucoup de responsabilité. Mais après, ça, j'en garde un souvenir
incroyable, voilà, et garde un souvenir incroyable de la soirée aussi qu'on avait fait derrière avec Ben O'Keefe, Nick Berry et tout, parce qu'on avait relâché la pression, tu vois, de cette série de 3 tests qui avait été compliquée, mais c'est des moments forts et je suis super fier d'avoir eu cette opportunité-là d'arbitrer les Lions sur un match comme ça. C'est des souvenirs magnifiques pour toi, mais aussi pour tous les amoureux de rugby. Donc forcément, quand les gens vont nous écouter, Mathieu Rénal, parce que je le répète, pour ceux qui nous prennent en route, on est ensemble pour les destins du rugby quelques semaines après que tu aies annoncé ta retraite internationale, ta retraite tout court d'arbitre, jeune, à même pas 43 ans. Il te reste quelques semaines à vivre. Est-ce que tu es rentré dans le syndrome des dernières fois, où à chaque fois que tu vas sur un stade ou à chaque fois que tu vis un rendez-vous rugby, tu penses au fait que c'est la dernière fois? En fait, j'échappe pas à la règle, hein, tu vois, d'être entre deux, d'avoir voilà, ce côté euh, très, très heureux de ce que j'ai fait, du parcours que j'ai eu, de soigner ma sortie, d'avoir fait les choses bien et de laisser une belle image, mais aussi triste de laisser de côté un métier que j'aime profondément et que j'ai profondément aimé. Donc, de me dire que c'est les derniers moments, c'est vrai que voilà, j'essaye de capter chaque instant, d'être voilà, d'être poli avec la vie, comme dirait Kersozon, donc de prendre chaque moment, d'essayer de les garder en mémoire, de le partager avec les gens que j'aime, avec mon fils, etc. Donc, ouais, j'échappe pas à la règle, mais je me dis aussi il y aura, derrière, il y a d'autres choses à faire, hein, tu vois, d'autres projets. Donc je quitte pas l'arbitrage, je quitte pas le terrain sans avoir quelque chose derrière qui me passionne potentiellement aussi, tu vois. Donc, c'est dur, mais il faut savoir terminer, il faut savoir laisser la place aux autres, hein. Il faut savoir soigner sa sortie aussi quand tu as eu une longue carrière, pas abîmer la confiance que tu as pu gagner chez les uns et chez les autres, parce que pour un arbitre, c'est très dur de gagner la confiance des mecs, mais tu la perds très vite aussi. Donc voilà, c'est important aussi de préserver ça. Et du moins, c'est ce que je souhaite, ce que j'ai souhaité faire. Et je l'assume, même si parfois je te cache pas que je suis un peu triste que ça s'arrête, ouais. J'irai arbitrer en série, je pense. J'irai faire quelques matchs chez moi à Collioure, à Pras de Moyo et tout ça, comme à l'époque. Voilà, ça me rappellera de bons souvenirs aussi. Quand tu te retournes sur ces presque 17 ans de carrière professionnelle, alors pas complètement, puisqu'on le disait tout à l'heure, tu as été professionnel officiellement en 2012, mais tu avais commencé quelques années auparavant au plus haut niveau. Quel est ton regard sur l'évolution du rugby, qui est en lien quelque part avec l'évolution de la société dans la violence par rapport à l'arbitre? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Ça ne m'inquiète pas quand on parle du terrain. C'est-à-dire quand on parle des gens qui sont sur le terrain, entraîneurs, joueurs, arbitres. Je trouve que les relations sont très bonnes. On a de super ambassadeurs de notre sport, enfin, dans tous les clubs. Bon, tu prends des mecs comme Antoine Dupont ou Romain Tamac, sont d'extraordinaires ambassadeurs pour notre sport. Je suis super fier, tu vois, que mon fils il s'identifie à des mecs comme ça parce qu'ils ont tout, talentueux, respectueux, tu vois, poli, etc. Donc, je suis confiant quand je vois ça. Je dis que plus on s'éloigne du terrain, plus l'environnement est hostile, hein. C'est-à-dire que tu as le premier cercle, il n'y a aucun problème, joueur, entraîneur, arbitre. Ensuite, tu vas avoir spectateurs, la presse. Donc là, ça commence à devenir un peu plus hostile par moment. Alors parfois, c'est par manque de compréhension. La presse, c'est l'angle sous lequel parfois elle décide d'attaquer l'arbitrage, qui est la solution de facilité, si tu veux. Donc mettre d'aller très vite dans l'information, de jamais y amener de contrepoids, de jamais jouer un rôle hyper pédagogique et tout ça. Donc ça, c'est un jeu dangereux pour notre sport. Et quand tu vas encore un peu plus loin, ben, tu as les réseaux sociaux, la caisse de résonance qu'elle représente, où là, le milieu est très hostile et intolérant à l'erreur d'un arbitre.
parce qu'ils estiment qu'on a mis de la technologie autour des mecs avec la vidéo, les micros, etc. Et que toute cette technologie-là, elle devrait conduire au zéro faute, ce qui est absolument impossible. Tu vois, donc ils seront toujours confrontés à l'erreur d'un mec. Tu peux mettre ce que tu veux autour, des drones, des puces dans les ballons, des mecs en blouse blanche au bord du terrain. Tu auras toujours un moment où tu devras être confronté à l'erreur d'un homme. Et ça, on gagnerait, on irait plus vite et on perdrait moins d'énergie à l'accepter qu'à vouloir le combattre. Quel serait ton argument principal demain à destination des jeunes qui pourraient être perturbés justement par cette pression extérieure, médiatique, qui amène des interrogations légitimes sur la volonté d'embrasser une carrière comme ça, parce que, il y a un sentiment d'injustice quand même régulièrement dans la façon dont vous êtes jugé. Quel serait ton principal argument à destination de ces jeunes qui auraient envie d'embrasser une carrière d'arbitre? Moi, si tu veux, j'ai eu un parcours extraordinaire, donc ça a changé ma vie. J'ai pris énormément de plaisir dans ce que j'ai fait, y compris quand j'ai arbitré en niveau amateur, hein, pas uniquement le niveau professionnel. Je peux difficilement choisir. C'est vraiment un choix. Il y a plein de gamins qui aiment l'arbitrage. Il y a plein de gamins qui ont envie de le faire. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec les arbitres du comité du Gard. Tu avais des jeunes qui étaient en pôle espoir. Il y a des jeunes de 18 ans qui adorent ce qu'ils font, etc. Je dis, à minima, laissons-les rêver, laissons-les s'amuser, laissons-les considérer ça comme un sport à part entière, laissons-les aimer ce qu'ils font, arrêtons d'essayer au travers de la presse, des contestations, des critiques, de l'acharnement médiatique parfois, arrêtons de dégoûter ces gamins-là de ce qu'ils font, arrêtons de vacciner des générations de gosses contre l'arbitrage parce que c'est super formateur pour eux. Voilà, ça leur donne beaucoup de responsabilités, d'autonomie, ça les fait grandir beaucoup plus vite. Et puis, on en aura besoin. Et un jour, si on a 2700 arbitres à l'heure actuelle, il en faudrait beaucoup plus pour arbitrer tous les matchs qu'il y a en championnat. Un jour, quand on se retrouvera sans arbitre, on se dira, merde, on aurait dû considérer les choses différemment. Je trouve que les anglo-saxons, ils ont une approche différente de la nôtre. Nous, on est latins. Tu as l'impression que l'arbitre, il doit s'excuser d'être ici en permanence, mais on devrait vraiment l'accepter comme, comme quelqu'un qui fait partie du jeu à part entière, hein, qui, comme un buteur, il a le droit aussi à l'échec. Il a le droit à la contre-performance comme un joueur. Tu vois, donc c'est plus dans la manière de traiter l'arbitrage que j'ai un conseil à donner à ceux qui le traitent de manière négative ou péjorative qu'aux gamins que je vois et qui, eux, sont motivés pour le faire et ils n'ont pas besoin de mes conseils. Ils veulent déjà être arbitre. Donc, ne les dégoûtons pas de ça, quoi. C'est tout. On te sent habité par une forme de responsabilité. Donc, on le disait tout à l'heure, c'est une page qui se tourne et une page importante parce que j'imagine qu'il y a l'appréhension de la perte de cette adrénaline. Parce que quand tu rentres dans un grand stade pour arbitrer un match important et tu vas en avoir un important à arbitrer dans quelques semaines, puisque l'annonce vient de tomber, tu fais la demi-finale Leinster-Northampton. Donc, tu as encore quelques bons moments à vivre. Mais après, il y a une deuxième vie qui va s'ouvrir. Comment tu la vois, cette vie, et à quel niveau tu penses pouvoir servir l'arbitrage? C'est un secret de polichinelle. On est en discussion avec Romain Poit et la Fédération française de rugby et la LNR pour prendre en charge les arbitres du secteur professionnel top 14 Pro D2. Alors, rien n'est signé, mais les discussions sont quand même avancées. Oui, puis Donc, il y a une volonté réelle des deux côtés, un besoin, donc il n'y a pas de raison que ça aboutisse pas. exactement. Donc, on se dit que bon, ça a des chances d'aboutir. Donc, si on a cette opportunité-là, bien évidemment qu'on va peser déjà sur le travail qui sera mis en œuvre hein, dans le secteur professionnel, sur toute la filière arbitrage, sur la structuration de l'arbitrage, peser aussi dans les institutions, PCR, World Rugby, parce que bon, que ça soit Romain ou moi, on a quand même un parcours qui est respecté par les institutions. Donc,
Donc, on aura cette opportunité-là vraiment de travailler, de structurer l'arbitrage. On aura, si jamais on prend ces postes-là, on aura aussi la volonté de communiquer, de mieux communiquer autour de l'arbitrage, parce que je pense que c'est vraiment essentiel. Je crois que enfin, la World Rugby, le PCR, l'arbitrage dans son ensemble, on s'est toujours refusé à communiquer, à expliquer. Et moi, je crois qu'on doit prendre le contre-pied, si tu veux. On doit vraiment avoir la capacité d'éduquer le grand public, de donner les observables, d'expliquer aux gens que ce qu'on fait sur le terrain, c'est un consensus entre les joueurs, les entraîneurs et les arbitres. On ne décide pas seul de ce qu'on applique, que les observables sont très clairs. On ne choisit pas, c'est pas une pièce qu'on lance en l'air. Les observables sont très clairs. Il y a beaucoup de travail autour de ça. J'aimerais qu'un jour on arrive à partager ça avec le grand public. Je pense que ça servirait tout le monde, à la fois les gens du rugby, les joueurs, les entraîneurs, les arbitres aussi. Ça servirait aussi le grand public à une meilleure lisibilité, plus de compréhension. Et je crois que quand tu comprends mieux ce que font les gens, tu respectes un peu plus ça. Si tu veux. Et tu peux démocratiser un peu mieux la fonction d'arbitre, l'humaniser un peu plus. Et donc, c'est des actes au-delà de l'aspect technique, travail, etc. Je pense que c'est sur ces axes-là qu'on pourrait éventuellement jouer un rôle, quoi, ou du moins peser, quoi. Voilà. La communication, elle est majeure. D'abord pour que le grand public comprenne votre quotidien, qui n'est pas facile, parce qu'il y a un niveau de pression à digérer qui est très particulier et spécifique. Et deuxièmement, je crois qu'on est rentré, mais ça n'engage que moi, dans l'époque du complotisme, largement étayé et renforcé par les réseaux sociaux, et que la non-communication amène de la suspicion en permanence sur l'honnêteté et l'intégrité des arbitres en particulier, là, parce que c'est ce dont on parle. Et donc, je suis persuadé qu'une surcommunication est nécessaire et importante pour qu'on comprenne beaucoup mieux quel est le quotidien, votre quotidien et ce que vous vivez. Pour moi, c'est vraiment un axe essentiel. Si tu veux une communication agressive sur les réseaux, partout, sur la manière dont on travaille, sur aller chercher les jeunes, aller toucher des jeunes de 14, 15, 16, 17 ans, sur les formats, des formats très courts de communication qu'ils utilisent, peser aussi sur l'opinion publique, ça donnera aussi du poids à la France, tout simplement, parce que si tu pèses sur l'opinion publique à l'étranger, quand tu communiques sur l'arbitrage, eh ben, tu es plus écouté à World Rugby déjà et à le PCR. Donc pour moi, c'est un axe essentiel à l'avenir. J'espère qu'on aura l'occasion, en tout cas, je croise les doigts pour qu'on ait l'occasion un jour de mettre en œuvre voilà, les projets qu'on a et ce dont on discute à l'heure actuelle. Écoute, Mathieu, Rénal, c'est une belle conclusion. J'ai été ravi de pouvoir échanger avec toi. Donc, quelques semaines après l'annonce de ton arrêt de carrière à la fin de la saison. Donc, savoure ces derniers moments. Il y a de belles échéances qui arrivent. Et cette énergie que tu as mis au service de cette cause qui est importante et avec beaucoup d'intégrité, tout le milieu le salue et le reconnaît. En tous les cas, je suis ravi de suivre ces dernières semaines qui te concernent avec intérêt et je te dis à très vite dans une autre vie. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup.